Ici ER, les Français parlent aux Français. C'est illusoire de penser qu'on règle le problème des populations roms à travers uniquement l'insertion. Et ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Et donc cela veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Cette hausse des régularisations est conjoncturelle, simplement liée à une nouvelle circulaire publiée il y a un an. Quoi qu'il en soit, les associations sont satisfaites. C'est pas la quantité qu'il faut regarder, c'est tout simplement le fait que cette circulaire permet de mettre fin à des injustices. En fait, la nouvelle circulaire Valls prévoit de nouveaux critères pour obtenir des papiers. Par exemple, les familles doivent habiter en France depuis 5 ans et leurs enfants aller à l'école depuis 3 ans. Manuel Valls assure d'ailleurs que 80% des personnes régularisées cette année l'ont été pour ce motif familial, parce qu'il s'agissait de parents d'enfants scolarisés. 10 000 régularisations supplémentaires, c'est un appel d'air inopportun, selon l'opposition. Bonjour Emmanuel Ratier. Bonjour. Manuel Valls, après avoir dit que les Roms étaient destinés à rentrer chez eux, a régularisé 10 000 sans-papiers en plus par rapport à l'année dernière. Il tape un coup à gauche, un coup à droite. À quoi joue-t-il? Alors Manuel Valls, pour moi, est une vaste escroquerie. C'est quelqu'un qui s'est créé un personnage avec une espèce de mâchoire crispée en permanence, incapable de sourire, une démarche assez mécanique, un peu à la Kraftwerk, en train de... Enfin, il ressemble à un zombie. C'est un personnage, on est très loin de maintenant des... il faut des blancos, un peu de black pour faire un peu full. Hein. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Une belle image. Belle image de la ville d'Evry. Vous me quelques blancs. Non, contre blanc, quelques white, quelques blancos. Il y a des gens qui se prennent pour Napoléon, lui il se prend pour Clémenceau. C'est des affaires d'annonce. L'affaire Leonarda, par exemple, bon, il a été d'une modération extrême dans cette affaire, puisque il faut savoir que c'était des gens qui ont menti sur leurs origines, le pays d'où ils venaient, qui ont épuisé tous les recours dont ils pouvaient disposer, alors qu'on était sous un gouvernement de gauche, qui ont bénéficié d'aides absolument colossales, et dont le réseau Éducation sans frontières, le responsable local avait dit que c'était l'exemple même du mauvais dossier qu'il ne fallait pas défendre. Donc c'est vraiment des gens qui étaient indéfendables. D'ailleurs, bon, je sais bien que l'opinion des gens n'a pas grande importance, mais enfin je crois qu'il y avait 82% des Français qui étaient partisans de les renvoyer chez eux, quoi. C'était vraiment je dirais la goutte qui fait déborder le vase. Donc en fait, Manuel Valls ne prenait pas beaucoup de risques. Bon. En l'occurrence, par ailleurs, quand on sait qu'il y a eu l'arrêt avec les accords de Schengen, avec leur non-application à partir de cette année pour un certain nombre de personnes originaires des pays de l'Est, il fallait s'attendre à une déferlante. Bon. François Hollande en avait parfaitement conscience, et il est absolument évident, et d'ailleurs on l'a vu depuis, que, en fait, Manuel Valls a joué un peu la voix de son maître en allant juste un peu au-delà, alors que Valérie Trierweiler, elle est largement, il faut savoir que Valérie Trierweiler est sans doute la personne la plus influente actuellement auprès de François Hollande. Donc c'est elle qui poussait à la roue en disant qu'il fallait faire revenir la famille, etc. On s'en aurait bien rendu compte, la pseudo-première dame de France, bon, qui va dans tous les pays du monde, et maintenant qui se déplace même dans d'autres pays, sans même son mari. Je crois qu'elle est allée en Jordanie dernièrement, ou au Liban, alors qu'elle n'a absolument aucun titre pour le faire et qu'il est toujours salarié de Paris Match. Bon. Donc Manuel Valls, en réalité, a une fausse politique, il a une politique permissive, il y a eu un certain nombre de dossiers qui sont sortis, avec des études, des rapports, etc., qui montrent que l'immigration clandestine a beaucoup augmenté. On s'en rend compte avec un moyen extrêmement simple.
c'est tout simplement le nombre de personnes, même si ce n'est pas toutes, les personnes qui bénéficient de l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale aux immigrés clandestins. Bon. Actuellement, on a sans doute dépassé les 250 000 personnes. Cette année, il y avait à peu près 650 millions qui avaient été budgétés. On a déjà largement, allègrement dépassé les 800 millions. À la fin de l'année, on sera sans doute au milliard d'euros. Donc on se rend bien compte qu'il y a une immigration clandestine qui continue à augmenter. Et en même temps, les chiffres sont sortis, il y a eu des naturalisations en masse. Dès son arrivée au ministère de l'Intérieur, Manuel Valls l'avait annoncé, il compte relancer les naturalisations. Un premier chiffre vient de tomber. Le nombre d'adultes qui ont obtenu la nationalité française a augmenté de 14% entre juillet 2012 et juillet 2013. Une rupture par rapport au précédent gouvernement. Avec des conditions d'accès durcies, le nombre de naturalisations par décret était tombé de 95 000 en 2010 à 46 000 en 2012. Pour inverser la tendance, le ministre de l'Intérieur a entamé sa réforme en octobre dernier. Les critères ont été assouplis pour les étudiants brillants et les candidats ne doivent plus obligatoirement détenir un CDI. Hier en Conseil des ministres, Manuel Valls a présenté une nouvelle série de mesures. Le test de français ne sera plus éliminatoire, le candidat pourra se rattraper lors de l'entretien. Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un établissement francophone en seront dispensés, de même que les personnes âgées de plus de 60 ans, et les pratiques des préfectures seront harmonisées. Le taux d'avis favorable pour les demandes en cours est d'ores et déjà remonté. L'objectif affiché est de revenir progressivement aux chiffres d'avant 2011, soit environ 90 000 naturalisations par an. Donc on se rend compte qu'il suffit de voir, d'ailleurs les gens quand ils parlent, je ne demande pas qu'on connaisse l'histoire de France par cœur ou ce genre de choses, mais quand on voit la manière dont ces personnes parlent quand elles sont interviewées, elles connaissent, pour un certain nombre d'entre elles, je ne dis pas toutes, à peine le français. Mais ayant du mal à aligner deux mots, il suffit de voir Leonarda qui parle n'importe comment. Et elle n'a même pas demandé la nationalité française. Bon. Donc, c'est un leurre total en matière d'immigration. Alors, en revanche, il a toujours sa tarte à la crème, qui sont les factieux, l'extrême droite, les racistes, les antisémites, etc. Lui qui est éternellement lié à Israël. Quand même. Il a c'est un antifasciste pur et dur, quoi. C'est-à-dire que c'est le degré zéro de la réflexion. Il en est arrivé pendant l'été à dissoudre des organisations qui n'avaient jamais rien fait. C'est pas pour les défendre, mais par exemple l'Œuvre française, un parti qui existait, une organisation très modeste qui a existé depuis 40 ou 50 ans, bon, qui n'a jamais été mise en cause précédemment, dont les militants n'ont pas particulièrement été interpellés, etc., et qui avait évidemment strictement rien à voir avec la pseudo-affaire Méric. Bon, ils ont quand même été dissous, c'est quand même un truc aberrant. Pour tout défenseur des libertés, vraiment on peut s'interroger sur la manière dont Manuel Valls manie l'arme de la dissolution. Bon, et on l'a vu pendant le 11 novembre, où la police a pratiquement systématiquement arrêté tous les gens qui portaient un bonnet rouge, quoi. Donc, C'est pas vrai. Vous voulez voir le président? Vous voulez voir le président? C'est pas vrai, putain. Troisième fois. Les Bretons, troisième fois. Non. Vous m'arrêtez, je vais moi je respecte. Pour un bonnet rouge, putain. Troisième fois qu'on se fait arrêter. Troisième fois qu'on se fait arrêter. Et pour quel motif? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le bonnet rouge. Le bonnet rouge. Et on l'a vu dans toute l'affaire des veilleurs, les manifestations, etc. Bon, et c'est bien évidemment quand même Manuel Valls qui donne des consignes de violer les lois les plus fondamentales d'expression, de droit de manifester, ce genre de choses. Vous aviez dit au début que Manuel Valls se donnait un rôle dans sa posture. Est-ce que c'est pas
le signe qu'il n'a finalement pas beaucoup de pouvoir en réalité dans son domaine, c'est-à-dire finalement sur l'immigration par exemple. Alors, moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous sur cette question. On a vu dans le passé des ministres de l'Intérieur qui avaient de la poigne et du pouvoir. Alors, ce qui est certain, c'est que dans la police, je ne dis pas dans la gendarmerie qui a un corps très particulier, mais dans la police, il y a des syndicats qui sont extrêmement puissants. Plus de 50% des commissaires de police sont francs-maçons. Et donc, il y a des réseaux de pouvoir qui sont importants. Aussi bien les gouvernements de la pseudo-droite que de la pseudo-gauche ont toujours eu tendance à soigner quand même la police par le biais d'augmentation, de facilité, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient la police avec eux. En réalité, on peut avoir la police avec soi quand on sait lui parler. Et je crois que Manuel Valls, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler à la police. On peut dire que, par exemple, Charles Pasqua a sans doute un passé, etc., mais c'était quelqu'un qui savait parler à la police. Donc il avait une certaine familiarité avec eux, et les gens aiment beaucoup être reconnus. Bon. D'autre part, c'est pas parce qu'on n'a pas énormément de pouvoir qu'on ne peut pas faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que depuis au moins 15 ans, les policiers qui interviennent dans l'équivalent, par exemple, de ce qu'on appelle les BAC, les brigades anticriminalité, savent qu'ils ne seront pas couverts par leur hiérarchie s'il y a un problème. C'est-à-dire que si on leur fonce dessus et qu'il y a une fusillade et qu'ils tuent la personne qui est au volant. Bon. Ils vont se défendre, mais il y aura forcément tous les lobbies, Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, etc., qui vont intervenir en disant que c'est un véritable scandale, que les droits des gens n'ont pas été préservés, que la contre-mesure, la riposte a été plus importante que la manière dont les gens étaient intervenus, etc., etc. On le voit bien dans l'affaire du bijoutier de Nice, ou ce genre de choses. À partir du moment où des policiers savent qu'ils sont couverts par leur hiérarchie, ça ne veut pas dire qu'ils vont multiplier ce qu'on appelle les bavures, mais ils vont savoir qu'ils vont réellement pouvoir intervenir sur le terrain. Bon. Ou qu'un ministre prend des décisions en disant que systématiquement, tout immigré clandestin est un délinquant et sera reconduit à la frontière ou sera expulsé d'Europe, ou mis en prison, comme c'est dans le cas d'un certain nombre de pays. Je vais juste vous donner une anecdote. En 1987, je me suis rendu pour la première fois à New York. Et à New York, dans les rues, on parlait français. C'est-à-dire que les immigrés sénégalais, notamment, ou les francophones, allaient aux États-Unis et ne venaient plus en France. J'ai discuté avec eux parce que en France, il y a Pasqua. Et donc la France, ça n'est plus bon. Il suffisait de dire que on allait expulser les clandestins, même si ça n'était pas fait, il y en avait 9 sur 10 qui ne venaient plus en France, parce qu'ils savaient qu'il y aurait quand même un certain nombre de limites qui avaient été fixées. On se rend compte, on nous dit toujours par exemple que l'Union européenne impose un certain nombre de règles, etc. Mais on se rend bien compte que les politiques migratoires sont très différentes selon les pays d'Europe et qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus stricts que d'autres. Lesquels, par exemple, vous en avez en tête ? On se rend bien compte que, par exemple, actuellement, la Grande-Bretagne a une politique qui est beaucoup plus stricte, la Hollande a une politique qui était beaucoup plus stricte, et l'Italie, en tout cas sous l'ère Berlusconi, avec une politique qui était beaucoup plus stricte. Et en plus, c'est pas seulement au niveau du ministère de l'Intérieur, mais c'est au niveau des allocations diverses qui peuvent être versées, logement, allocations familiales, etc., nécessité de travailler, toute une série de mesures comme ça, expulsion de tous les délinquants systématiques. Il y a à partir d'un moment où, quand dans un pays peut parfaitement réduire très fortement cette immigration clandestine. Il ne faut quand même pas oublier. Dans les cadres de Bruxelles, donc. A priori, on l'a vu dans un certain nombre de pays, ça s'est appliqué. C'est tout simplement qu'il y a personne ne veut se. Enfin, si, il y a un certain nombre de pays, je dirais, qui quand même avaient pris des mesures, même si ça a évolué dans le temps.
Mais je ne crois pas que Bruxelles soit l'explication pour dire qu'on ne peut pas s'opposer à l'immigration clandestine. Ici ER, gauche du travail, droite des valeurs.